Salut à tous, vous êtes sur la Gazette de l'Abîme et à la suite d'un petit hiatus forcé de 3 semaines, je reprends du service pour vous proposer un nouvel épisode. Un épisode dans lequel je vous propose de répondre à l'ensemble des questions qui m'ont été adressées depuis la genèse de cette chaîne. Alors, pas exactement l'ensemble, puisque j'ai évidemment procédé à un petit tri pour ne garder que les questions qui me semblaient les plus intéressantes et les plus fréquemment posées. Et j'ai trouvé ces réponses non seulement dans les commentaires de mes vidéos sur YouTube, mais également dans la messagerie privée de mon compte Instagram de la Gazette de l'Abîme. Avant de passer aux réponses à ces questions, je tiens à remercier toutes celles et ceux qui les ont posées, mais plus généralement toutes celles et ceux qui participent à la conversation qu'il peut y avoir sur les psychédéliques, notamment par la chaîne de la Gazette de l'Abîme. C'est vraiment hyper gratifiant, et au-delà du plaisir personnel de voir cette conversation émerger par les canaux que j'essaye de mettre en place, c'est vraiment génial de voir que il y a une conversation qui se fait au sujet des états de conscience modifiés et des différentes manières d'y accéder, notamment des psychédéliques en France, et de voir que progressivement, petit à petit, j'ai bien conscience du caractère restreint de ma chaîne comparé à d'autres mastodontes, mais c'est génial de voir que petit à petit, on arrive à quelque chose, on arrive à créer une conversation autour de ces molécules et de ces différents états. Donc un grand merci à tous, et puis sans plus de cérémonie, des questions, des réponses, la Gazette de l'Abîme, tout de suite. Première question, je me demandais comment vous arriviez à gérer et à organiser vos trips sachant que vous avez une vie de famille, comme vous l'avez indiqué dans la vidéo La mort de l'ego. Je me doute que vous ne faites pas vos expériences en compagnie ni de vos enfants ni de votre compagne. Alors oui, dans le mille, évidemment, je ne pratique pas l'expérience psychédélique au contact de mes enfants. Ça me paraît être la moindre des choses à l'heure actuelle. Je ne la pratique pas non plus au contact de ma compagne qui, bien qu'elle comprenne la démarche dans laquelle je me suis engagé, a néanmoins décidé de ne pas y participer. Ça ne fait pas partie de ses intérêts et elle n'a jamais fait cette expérience. En tout cas, pas à ma connaissance. Néanmoins, j'ai la chance d'avoir créé avec ma compagne un couple dans lequel on a développé notre communication de façon à ce que lorsque je décide de me lancer dans cette expérience, ma compagne m'accompagne dans cette démarche. On choisit ensemble une date, on choisit ensemble un lieu, on choisit ensemble un moyen de sécuriser le périmètre, et jusqu'ici, les quelques fois où ça a été fait, ça s'est très bien déroulé. C'est le grand avantage de pouvoir mettre en place une bonne communication, une bonne écoute, et le fait d'essayer d'apporter à chacun des deux membres du couple les réponses aux besoins qu'ils formulent. Est-ce que vos proches sont au courant? Qu'en pensent-ils? N'est-ce pas délicat de parler de psychédéliques avec des gens qui n'en ont jamais fait l'expérience? Alors, oui, évidemment, c'est super délicat de parler de molécules qui sont illégales, de l'usage que l'on peut en faire et de l'intérêt que l'on peut en trouver auprès de personnes qui n'en ont pas de connaissances ou d'expérience. Il y a le grand risque de passer pour un toxico, pour un malade, pour un junkie, pour un type dont la vie part à la dérive, mais ça reste à mon avis un risque à prendre par rapport à l'intérêt qu'on peut trouver dans ces substances-là. J'aurais envie de te dire qu'en valeur absolue, à partir du moment où tu remets en question le statu quo, évidemment, tu vas tomber sur de la moquerie, sur de la curiosité pas forcément très bien placée, parfois même du mépris ou de la violence, mais c'est le prix à payer pour essayer d'accomplir ce en quoi tu crois, que l'on parle des psychédéliques ou d'autres choses en fait. Et dans cette mesure-là, c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de rendre cette activité et cet intérêt non seulement public par le biais de la Gazette de l'Abîme où j'apparais à visage découvert, mais également dans mes cercles proches d'amis, de famille, voire de collègues. Et je pense que
bah en fait, à partir du moment où, comme je l'ai dit, tu crois à quelque chose, eh bien, il faut bien que cette chose-là ait un certain nombre de porte-paroles. Et c'est ce que j'essaye de faire à travers cette chaîne. D'ailleurs, je ne suis pas le seul. Je pense notamment à Vincent Verrouste, qui est le fondateur de la Société psychédélique française, qu'on voit apparaître dans de nombreux plateaux et dans de nombreuses interviews ces derniers temps. C'est également lui qui a préfacé la version française du livre de Michael Pollan, Voyage aux confins de l'esprit. Et c'est bien, je pense, qu'il y ait des gens qui acceptent de témoigner et d'investiguer ces questions à visage découvert. Donc voilà, c'est pas facile, c'est délicat, mais à mon avis, le jeu en vaut la chandelle. Pas seulement pour moi, mais pour l'ensemble de la communauté dans laquelle j'interviens. En tout cas, j'ai la prétention de le croire. Quel est ton historique? Est-ce que tu as commencé jeune? Alors, mon historique avec les substances psychoactives, il débute à partir de 18-20 ans, date à laquelle j'ai commencé à fumer dans de bien trop grandes quantités du cannabis, et ce pendant près de 10 ans. C'était pas la meilleure période de ma vie, c'est pas la période où j'ai été le plus constructif, ou la période à laquelle j'ai été le plus heureux, loin s'en faut, mais il se trouve que c'est également à cette période-là que j'ai fait mes premières expériences psychédéliques. Premières expériences qui ont été intéressantes, mais in fine d'un intérêt relativement limité, dans le sens où j'avais pas ni la maturité, ni le cadre référentiel nécessaire à comprendre l'ampleur de l'impact que pouvait avoir l'expérience psychédélique. Et dans ce sens-là, j'aurais envie de te dire que ma véritable rencontre avec ces molécules a eu lieu plutôt en 2016-2017, date à laquelle j'avais arrêté toute autre substance depuis quelques années et à laquelle je menais une vie beaucoup plus fonctionnelle, je vais dire, et date à laquelle j'ai fait la rencontre de l'ayahuasca lors de mes premières cérémonies. Et à ce moment-là, ça a été une véritable révélation, au point auquel je me suis dit, en fait, c'est pas possible que je fasse la rencontre de quelque chose d'une telle envergure sans en parler, en fait. C'est pas possible que il existe des portes d'accès à de telles compréhensions et que pour autant on ne les rende pas publiques. Et si ça doit passer par quelqu'un, bah je suis chaud pour que ça passe par moi. Quelle est ta vision des psychédéliques avec le recul? Étant donné que tu es plus âgé que moi, tu as sans doute plus d'expérience et ta vision a sans doute dû beaucoup évoluer au fil des années. Je vois parfois des anciens dire qu'avec le temps, on cesse de trop romancer les psychédéliques et qu'on devient un peu plus factuel sur ces derniers. Alors, ma vision des psychédéliques, depuis ces quelques années pendant lesquelles j'y ai vraiment porté de l'intérêt, eh bien, elle a beaucoup évolué. Et d'ailleurs, elle évolue en permanence. C'est pas des choses sur lesquelles on s'arrête fixement, je trouve, en fait. C'est plutôt des perspectives qui évoluent et qui mutent tous les jours un petit peu. Mais à l'heure où je réponds à ta question, eh bien, j'aurais tendance à considérer les psychédéliques comme un solvant psychique. C'est-à-dire un outil qui permet à qui en fait l'expérience de dissoudre momentanément les structures, les croyances, l'architecture psychique de cet individu, en fait, pour lui permettre d'expérimenter le monde d'une nouvelle façon, sous un nouveau prisme, sous un nouvel angle, et de façon à ce que, une fois revenu dans son état normal, eh bien, il puisse décider avec plus de facilité et avec plus de souplesse de changer dans cette structure psychique tout ce qui doit être changé, tout ce qui lui porte préjudice. Cette compréhension, c'est non seulement une compréhension que j'ai pu faire directement par ma propre expérience, mais qui est également appuyée par les différentes études que j'ai relatées à plusieurs reprises sur la Gazette de l'Abîme, qui constatent que au fur et à mesure de la vie d'un individu, eh bien, il acquiert un certain nombre d'informations qui se transforment en croyances, qui se transforment en mode opératoire, qui se transforment en structures. Et ces structures, il arrive parfois qu'elles deviennent trop cloisonnantes, trop oppressantes, et elles peuvent parfois aboutir à des comportements autodestructeurs du type de la dépression, du type de l'addiction, du type de la toxicomanie, de la violence, etc., etc., etc. Et dans ce contexte-là, l'action dissolvante de ces structures psychiques provoquées par les psychédéliques permet aux individus de prendre du recul sur leur vie actuelle et par la suite, si l'intégration est faite correctement, d'apporter des changements dans ces structures qui leur posent problème.
J'espère avoir été clair. As-tu réussi à transposer tes prises de conscience dans ton quotidien et donc avoir du recul par rapport à tes émotions même hors microdosage? Alors, est-ce que j'ai réussi? Je ne sais pas. En tout cas, je peux te dire que j'essaye dans la mesure où j'ai décidé de considérer l'enseignement psychédélique comme valable. J'ai décidé de considérer les visions, les intuitions qui m'avaient traversé lors de ces expériences comme quelque chose de valide, comme quelque chose qui provient d'une forme d'intelligence, qui n'est pas une intelligence humaine, mais qui est digne d'être entendue et de laquelle il est intéressant de tirer un certain nombre d'enseignements. C'est vraiment un choix personnel. Je peux concevoir que d'autres personnes décident de considérer les psychédéliques simplement comme un délire cérébral qui n'a pas beaucoup d'intérêt. Ça n'est pas mon cas. Mais donc dans cette mesure-là, même à l'état purement sobre, qui sont les miens 98% du temps de ma vie, eh bien je décide quand même de me référencer régulièrement à ces enseignements-là pour prendre les décisions que j'ai à prendre tout au long de ma vie. Je ne sais pas si ça répond à ta question, mais globalement, pour synthétiser, c'est pas facile, mais j'essaye. Si l'expérience a autant d'avantages et pas d'inconvénients, pourquoi ne pas retourner dans cet état régulièrement, voire en permanence ? Excellente question, mais j'aurais tendance à croire que ça dépend en fait. Pour retourner en permanence à ces états-là, il faudrait quand même accepter d'avoir une béquille avec soi en permanence, tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que tu peux choisir de te tourner vers un enseignement et puis ensuite l'appliquer par toi-même tout au long de ta vie, ou alors choisir d'avoir une béquille à laquelle t'accrocher en permanence. C'est un choix qui devrait être propre à chacun d'une part, mais qui devrait peut-être aussi être fait à la suite de plus d'investigations au sujet du microdosage, parce que à ce stade, on ne sait pas vraiment ce qui se passe dans un cerveau qui aurait pratiqué, je sais pas, 10 ans de microdosage permanent. Maintenant, je pense également aux gens atteints de dépression chronique, des gens qui ne peuvent pas fonctionner à leur plein potentiel sans cette béquille, justement, et peut-être que dans ces cas-là, eh bien, peut-être qu'une administration de psychédéliques en microdosage pourrait remplacer, pourquoi pas, une administration d'antidépresseurs au quotidien. C'est une question qui, à mon avis, mérite sincèrement d'être investiguée. Mais malheureusement, comme d'habitude, on est obligé de s'arrêter à la législation française qui, à l'heure actuelle, empêche toute étude, en tout cas à ma connaissance, sur les psychédéliques dans les expériences profondes comme dans les expériences en microdosage. Peut-être pourriez-vous inviter Nicolas Fraisse, 10 années d'exploration scientifique de sortie hors du corps. Bah franchement, why not? Moi j'ai découvert Nicolas Fraisse il y a quelques temps. Son approche a l'air hyper intéressante. En tout cas, il a l'air vraiment chanceux de pouvoir accéder à ces états, ne serait-ce que par le rêve simple. Je trouve ça assez incroyable et vraisemblablement, il semblerait qu'il ait été accompagné par un certain nombre de scientifiques qui valident que ce soit pas bullshit en fait, que véritablement il puisse accéder à ces voyages astro apparemment. Et je serais très curieux d'échanger avec lui à ce sujet. Donc si jamais Nicolas m'entend, bah écoute, contactons-nous. As-tu déjà traité de 2 autres méthodes pour travailler avec les états modifiés de la conscience sans substance, que sont la respiration holotropique d'abord, puis les soins chamaniques au tambour de recouvrement d'âme, tels qu'enseignés par la FSS? Alors non, je n'ai jamais traité de ces sujets-là directement sur ma chaîne. En revanche, j'ai pu faire l'expérience et de la respiration holotropique et de la transe au tambour. Et c'est la raison pour laquelle je n'en ai pas parlé sur ma chaîne, parce que très malheureusement, à ma grande déception, eh bien, ces 2 méthodes n'ont pas ou que très peu fonctionné sur moi. La respiration holotropique, j'ai beau m'être donné du mal jusqu'à l'épuisement total, je ne suis pas entré en transe et je ne suis qu'entré dans un état de rêverie très relatif par le son du tambour. En revanche, je suis convaincu que ce sont des outils qui peuvent être très utiles pour d'autres personnes. J'en suis convaincu puisque j'ai pu constater, alors que mon expérience de la respiration holotropique ne fonctionnait pas, que mes voisins qui la pratiquaient au même moment que moi, eux, entraient véritablement en transe. Donc je pense effectivement qu'il y a quelque chose à étudier à ce sujet-là, mais vu la légèreté de ma propre expérience, je n'ai rien de très valable à dire à l'heure actuelle à ce sujet-là, mais j'espère que ça changera. Que pensez-vous de l'expérience de Corinne Sombrin qui entre en transe spontanément ?
Bah écoute, je pense qu'elle a énormément de chance. J'adorerais pouvoir entrer en transe spontanément et j'adorerais également interviewer Corinne Sombrin, à qui j'ai déjà adressé une demande d'ailleurs, qui à ma connaissance pour le moment n'a pas abouti, mais voilà, j'espère communiquer un jour à ce sujet avec elle parce qu'il me semble y avoir des choses très intéressantes, en tout cas des ponts très intéressants qui peuvent exister entre la transe chamanique au tambour et l'expérience psychédélique. J'ai également cru comprendre que Corinne Sombrin avait mis la main sur un certain son, une certaine fréquence auditive qui permettait de mettre en transe n'importe qui instantanément. Et je serais extrêmement curieux de pouvoir à mon tour écouter ce son. Donc si jamais l'un d'entre vous a un MP3 à faire tourner, les gars, lâchez-vous, je suis hyper curieux. Moi qui suis dépressive et anxieuse je suis admiratif de vous voir, Doramuto et moi-même donc, parler de vos expériences de l'ayahuasca de façon aussi simple. J'aimerais vraiment essayer, mais cela me terrifie. Peur de me retrouver face à mes terreurs refoulées, de perdre le contact avec la réalité. L'anxiété nourrit l'anxiété malheureusement. Bah écoute, première chose, c'est que je compatis à cet état qui a l'air assez difficile au quotidien à vivre. Maintenant, j'aurais tendance à croire que l'expérience psychédélique ne doit pas être conseillée à n'importe qui, en n'importe quelle circonstance. Si tu ressens une peur qui est supérieure à ton envie d'essayer, bah c'est peut-être que quelque part ta psyché ou ton corps semble mettre un stop face à la perspective de vivre cette expérience. Est-ce que tu as envie de transcender ou pas ce stop? C'est vraiment à toi de voir et ça ne devrait jamais être à qui que ce soit d'autre que toi de savoir ce que tu veux faire avec ta conscience. Peut-être que dans certains cas, il peut être utile d'outrepasser cette peur pour aller plonger et aller faire face avec ce qu'on refoule. Peut-être que dans d'autres cas, ce qu'on refoule est trop puissant, trop terrifiant pour être abordé de façon aussi frontale. C'est assez difficile d'apporter une réponse précise à ce genre de questionnement, tant la réponse peut différer d'une personne à l'autre. Mais dans tous les cas, j'aurais envie de te dire simplement, suis ton instinct. Voilà, si ton envie et ta peur, qui n'est pas une mauvaise chose, hein. Le fait d'avoir peur, c'est plutôt cool, en fait. C'est plutôt quelque chose qui permet de rester humble face à cette expérience qui peut s'avérer extrêmement mouvementé. Mais voilà, je sais pas quoi te dire de plus que écoute-toi, n'écoute pas les autres, enfin si, écoute les autres, renseigne-toi peut-être auprès des autres, mais in fine, n'écoute que ce que ton cœur en fait te dit tout simplement lorsque tu envisages de faire ce genre d'expérience. Et puis à savoir qu'il n'y a pas que l'ayahuasca, hein. Enfin, tu peux essayer par exemple des éléments comme la psilocybine dans de plus faibles dosages pour voir un petit peu comment ça fonctionne avant de passer à la vitesse supérieure, hein. Globalement, même si je trouve qu'il y a des nuances d'une substance à l'autre, le cœur de l'expérience peut être à peu près similaire. En tout cas, je te souhaite bon courage. Vous avez parlé de centres dans certains pays où ces techniques de soins, ces plantes alliées sont légales. Avez-vous des exemples? Ayahuasca, Iboga ou autres? Merci. Bah écoute, les premiers pays quand on parle de l'ayahuasca, bah, c'est le Pérou, hein, dans lequel c'est une substance qui est considérée comme un trésor national, donc qui est évidemment légale et très facilement accessible. Et puis pour l'iboga, qui est un peu le parent pauvre des psychédéliques, je crois que c'est quasiment très exclusivement au Gabon que l'on peut trouver des centres où pratiquer avec cette plante. Il existe évidemment d'autres centres plus proches de nous, en Espagne, en Irlande. Je crois qu'en Suisse, certains psychiatres sont même habilités à délivrer de la kétamine, de la psilocybine, du LSD à certains patients dans certains cadres. Et donc, pour peu qu'on se renseigne un petit peu, il peut être assez facile de trouver un certain nombre d'endroits où pratiquer la chose. Mais j'insiste quand même sur le fait de vraiment investiguer au sujet des personnes et des centres au contact desquels tu vas être amené à te trouver. Parce que les psychédéliques, à l'heure actuelle, ça reste encore un peu le Far West. Il n'y a pas vraiment de législation sur la question, il n'y a pas vraiment de protocole d'administration clairement encadré. Est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que c'est une mauvaise chose? Je ne sais pas. Mais le fait que ce soit le Far West induit beaucoup, voire énormément d'abus. Je ferai une vidéo, un de ces quatre, sur la question, mais il a été question à de nombreuses reprises de femmes qui ont été abusées dans la vulnérabilité de leur expérience, des gens qui se sont vus extorquer de l'argent ou des services, des gens qui se sont fait taser pendant des expériences de buffo, ce qui me semble être un délire complet, quoi. Donc vraiment, questionnez
les centres et les personnes au contact desquels tu seras éventuellement amené à te trouver. Je te souhaite bon courage en tout cas. Et puis voilà, c'est la fin de cette première partie sur les questions et réponses qui m'ont été posées jusqu'ici. La suite arrivera bientôt. Comme d'hab, si cette chaîne vous plaît, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à la commenter, à faire tout ce qu'il faut pour la faire remonter dans les réseaux. Et puis d'ici la prochaine vidéo, eh bien, je vous dis à bientôt. Salut!